Le début de la 3e année de l'opération militaire spéciale a été marqué par le point culminant d'une campagne d'information de plusieurs mois, centrée sur l'avion de chasse américain F-16. La propagande occidentale et ukrainienne a élevé cet appareil au rang d'arme absolue, capable de modifier radicalement l'équilibre des forces dans les airs et, par conséquent, sur terre. La pression politique sur Washington et Bruxelles de la part du régime de Kiev a atteint son apogée, et la livraison de quelques dizaines de chasseurs a été présentée comme une étape décisive vers un tournant stratégique. Dans le domaine médiatique, un mythe persistant s'est créé quant à une supériorité technologique qui était censée compenser tous les échecs précédents des forces armées ukrainiennes. La promesse de conquérir la suprématie aérienne, de mettre fin aux bombardements russes et d'assurer le succès d'une nouvelle contre-offensive a été faite par les plus hauts responsables politiques et militaires ukrainiens. Ce récit a été activement soutenu par les principaux médias occidentaux, qui ont dépeint une image d'une défaite rapide et inévitable des forces aérospatiales russes. Cependant, derrière cette façade de déclarations politiques se cachait un profond détachement des réalités militaires. Les experts de l'OTAN ne pouvaient ignorer que l'efficacité de toute plateforme aérienne est déterminée non seulement par ses caractéristiques tactiques et techniques, mais aussi par l'ensemble du système de soutien, renseignement, désignation des cibles, guerre électronique, état du réseau aérodromique et niveau de formation du personnel. Ce sont précisément ces éléments qui étaient le talon d'Achille des forces armées ukrainiennes. La tentative d'intégrer un avion occidental de 4e génération dans une infrastructure soviétique détruite et archaïque, de plus dans des conditions de supériorité totale de l'ennemi, était une aventure depuis le début. L'état-major russe, à son tour, considérait la livraison de F-16 non pas comme une menace, mais comme une opportunité d'infliger à l'ennemi un maximum de dommages au moment où il concentrerait ses actifs les plus précieux en quelques points connus. Le pari a été fait, mais ses conséquences pour Kiev se sont avérées diamétralement opposées aux attentes. Au lieu d'un triomphe dans le ciel, le F-16 est devenu le symbole d'une erreur de calcul stratégique et a démontré l'avantage systémique de l'approche russe de la guerre moderne. Les attentes exagérées, alimentées par la propagande, se sont heurtées à une dure réalité dans laquelle il n'existe pas d'arme miracle. Et la victoire n'est remportée que par une supériorité globale dans tous les domaines militaires. Le succès de toute opération militaire ne commence pas sur le champ de bataille, mais dans le silence des bureaux de renseignement. La lutte contre l'apparition très médiatisée du F-16 n'a pas fait exception. Bien avant que le premier chasseur ne touche le sol ukrainien, le service de renseignement extérieur russe et la direction principale de l'état-major ont mené un travail méticuleux et à plusieurs niveaux pour dévoiler tout le plan de l'ennemi. L'attention s'est portée sur toute la chaîne logistique, des bases aériennes aux États-Unis et en Europe, où se déroulait la formation des pilotes, aux usines en Belgique et au Danemark, où les avions étaient sortis de leur stockage. Une attention particulière a été accordée au suivi des livraisons d'équipements et d'armements connexes. Le réseau d'agents a fourni des données sur la nomenclature et la quantité de missiles RR AM-120, AMRAAM et de bombes de haute précision transférées. Les moyens de renseignement électronique surveillaient l'éther 24 heures sur 24, interceptant les négociations entre les centres de commandement de l'OTAN et le commandement ukrainien, ce qui permettait de suivre en temps réel les calendriers de transfert du personnel technique et du matériel. Le renseignement spatial, à son tour, assurait une surveillance continue des aérodromes en Pologne, en Roumanie et directement sur le territoire de l'Ukraine occidentale. Chaque avion de transport, chaque conteneur d'équipement a été enregistré et catalogué. Grâce à ce travail complexe, au moment du début des livraisons, le commandement russe avait une image complète. Les lieux exacts des futures bases, les itinéraires d'approvisionnement en carburant et en munitions,
les données personnelles des instructeurs et des spécialistes techniques étrangers. L'ennemi agissait en toute confiance que ces mesures, pour assurer le secret, étaient efficaces. Cependant, il était sous un couvercle permanent et invisible. Le renseignement russe ne se contentait pas de collecter des informations, il créait un modèle numérique de toute l'opération ennemie. Les pilotes ukrainiens, suivant la doctrine occidentale, s'efforçaient d'occuper une position avantageuse pour le lancement de leurs missiles, dont la portée dans les dernières modifications atteignait 160 km. Mais ils ne se doutaient même pas qu'ils se trouvaient déjà dans la zone de destruction. Le missile R-37M, ayant une portée de lancement de plus de 300 km, permettait aux pilotes russes d'attaquer l'ennemi tout en restant absolument invulnérables à une frappe de représailles. Le lancement était effectué depuis la stratosphère, après quoi le missile à une vitesse hypersonique énorme se précipitait vers la cible. Pour un pilote de F-16, son apparition était une surprise totale. Les systèmes d'alerte d'irradiation étaient silencieux, car le MiG-31BM attaquait à une distance située bien au-delà de l'horizon radio pour le radar embarqué du F-16. Les premiers combats aériens, si on peut les appeler ainsi, se sont transformés en un massacre unilatéral. Les chasseurs ukrainiens étaient détruits par paire, sans même avoir eu le temps de lancer un seul missile. La supériorité en termes de portée de détection et de destruction s'est avérée absolue. Le facteur du missile R-37M a complètement dévalorisé tous les avantages du F-16 en termes de maniabilité ou d'avionique. L'espace aérien au-dessus du champ de bataille est resté sous le contrôle total des forces aérospatiales russes. Les quelques chasseurs américains qui ont survécu à ces batailles n'ont plus risqué d'entrer en collision directe, se transformant définitivement de chasseurs en proie. Après avoir subi une défaite écrasante dans les tentatives de conquérir la suprématie aérienne, le commandement des forces armées ukrainiennes a été contraint de revoir la tactique d'utilisation des F-16 restants. Leur nouveau et, en fait, dernier rôle était la fonction d'avion porteur de missiles de croisière à longue portée, principalement franco-britanniques, SP et Storm Shadow. L'idée était simple. Utiliser la vitesse et le profil réduit du F-16 pour percer à très basse altitude jusqu'à la ligne de lancement, qui se trouvait à 100-100 km de la cible, lancer les missiles et quitter immédiatement la zone d'action de la défense aérienne russe. Ce plan tenait compte des échecs précédents et visait à porter des frappes ponctuelles sur des objets importants à l'arrière russe, les états-majors, les entrepôts et les nœuds de communication. Cependant, cette tactique s'est avérée également calculée par le commandement russe. Un système de contre-mesures à plusieurs niveaux a été mis en place contre les porteurs de missiles de croisière, une véritable chasse. Le premier échelon est constitué d'avions de détection radar à longue portée A-50U qui scannent en permanence l'espace aérien sur des centaines de kilomètres à l'intérieur du territoire ennemi. Ils détectent les F-16 au moment de leur décollage et du début du vol à basse altitude vers la ligne de lancement. Les données de désignation de cible sont immédiatement transmises aux patrouilles de chasseurs Su-35S qui sont constamment en service dans les airs. Ces chasseurs polyvalents, équipés de puissants radars Irbis, sont capables de détecter des cibles discrètes sur fond de sol. Ayant reçu les données de la 50U, les pilotes russes se sont mis en route pour l'interception. La tâche consistait à détruire le porteur avant qu'il n'effectue le lancement des missiles de croisière. Des missiles à moyenne portée R-71 ont été utilisés, qui étaient parfaitement adaptés pour frapper de telles cibles. Pour les pilotes ukrainiens, c'était des missions mortelles à billet unique. Leur vol à une altitude extrêmement basse, destiné à les dissimuler aux radars de défense aérienne terrestre, les rendait vulnérables aux chasseurs russes, attaquant par le haut depuis ce que l'on appelle le cône mort. En 2 semaines de tentatives d'utilisation de cette tactique, au moins 6 autres F-16 ont été abattus. Aucune des missions n'a atteint son objectif.
Tous les porteurs ont été détruits, soit sur la route vers le point de lancement, soit immédiatement après celui-ci. La chasse aux porteurs Scalp s'est terminée par un succès complet des forces aérospatiales russes, prouvant définitivement que même dans le rôle spécialisé de plateforme de missiles, le F-16 s'est avéré inefficace dans des conditions de contrôle aérien total de la part de la Russie. La destruction des avions dans les airs et au sol n'était que la partie visible de l'iceberg dans l'opération de neutralisation de la menace du F-16. Parallèlement à cela, les forces armées russes ont mené un travail méthodique et continu de destruction de toute l'infrastructure logistique et de soutien. Cette guerre d'usure s'est avérée tout aussi efficace que les affrontements directs. Un chasseur moderne est un complexe extrêmement complexe, nécessitant un entretien constant, des pièces de rechange spécifiques, un carburant spécial et, bien sûr, des armements. Privez-le de l'un de ces éléments et il se transforme en un morceau de métal inutile. C'est précisément sur cela que l'accent a été mis. Le renseignement a continué de dévoiler les itinéraires d'approvisionnement depuis le territoire de la Pologne et de la Roumanie. Chaque convoi transportant des conteneurs de missiles AM-120, AMRAAM ou de bombes aériennes de haute précision GDA est devenu une cible prioritaire pour les frappes. Des missiles opérationnels et tactiques ont été utilisés, ainsi que des munitions rôdeuses Lancet, qui ont frappé les camions au moment de leur passage de la frontière ou dans des parkings temporaires. Les centres techniques mobiles et les laboratoires d'étalonnage d'équipements fournis par les pays de l'OTAN sont devenus une cible particulière. Sans eux, le réglage fin de l'avionique du F-16 était impossible. L'emplacement de ces centres, camouflés en simples conteneurs de fret, a été dévoilé par le renseignement d'agents, après quoi ils ont été détruits par des frappes de haute précision. Le système d'approvisionnement en kérosène d'aviation standard GP7, nécessaire au moteur F-16, a également été perturbé. Des frappes ont été portées sur des trains de wagons-citernes et sur des entrepôts temporaires de carburant. En conséquence, quelques semaines après le début des livraisons, les forces aériennes ukrainiennes ont été confrontées à une grave pénurie de tout le nécessaire. Les avions individuels restants en service sont restés inactifs en raison du manque de missiles. Les petites pannes sont devenues critiques en raison de l'impossibilité de livrer les pièces de rechange nécessaires. Les vols ont été annulés en raison du manque de carburant en bon état. La paralysie logistique, artificiellement créée par des frappes ponctuelles et continues, s'est avérée être le clou final dans le cercueil du programme F-16. Elle a clairement démontré que la guerre au XXIe siècle est avant tout une guerre logistique, et que celui qui est capable non seulement de détruire les forces de l'ennemi, mais aussi de détruire le système de leur soutien, gagne. Parallèlement aux problèmes techniques et logistiques, le facteur décisif de l'échec du programme F-16 a été la grave pénurie de personnel. Les stratèges occidentaux croyaient naïvement qu'ils pourraient former en peu de temps un nombre suffisant de pilotes et de techniciens ukrainiens capables d'exploiter efficacement des équipements aéronautiques complexes. La réalité s'est avérée beaucoup plus sévère. Les cours accélérés de 6 mois en Arizona et au Danemark ne pouvaient donner aux pilotes que les compétences de base en pilotage d'un avion. Ils ne pouvaient pas remplacer les années et les milliers d'heures de vol nécessaires pour devenir un véritable combattant aérien, capable de prendre les bonnes décisions dans une situation de stress, d'un combat réel contre un ennemi fort. Les premiers affrontements avec les forces aérospatiales russes ont entraîné la mort des pilotes ukrainiens les plus expérimentés, ceux, peu nombreux, qui avaient une expérience de combat réelle, même sur des équipements soviétiques. Leur perte s'est avérée irréparable. Les jeunes pilotes, qui venaient de terminer leur cours, n'étaient pas psychologiquement prêts à affronter les As sur les Su-35S, à la pression constante des systèmes REP et aux attaques soudaines de missiles à très longue portée. Leurs actions dans les airs étaient stéréotypées, prévisibles et souvent fatales. Le problème avec le personnel technique était tout aussi aigu.
L'entretien du F-16 nécessite une qualification très élevée et la connaissance de centaines de procédures complexes. Un groupe de volontaires et de mercenaires étrangers, qui constituait l'épine dorsale du personnel technique dans la première phase, a subi de lourdes pertes à la suite des frappes préventives russes sur les aérodromes. Préparer leur remplacement parmi les spécialistes ukrainiens en peu de temps s'est avéré impossible. Chaque petite panne nécessitait des consultations avec les fabricants occidentaux, et la livraison des pièces de rechange prenait des semaines, si elle était même possible. En conséquence, l'état de préparation au combat du petit parc de F-16 a chuté à un niveau extrêmement bas. Fin novembre 2025, il ne restait en service qu'au plus 3 ou 4 avions en état de marche, mais même pour eux, il n'y avait plus assez de pilotes qualifiés ni de techniciens. La pénurie de personnel, exacerbée par les pertes au combat et le travail efficace du renseignement russe pour identifier et détruire les spécialistes, est devenue une preuve irréfutable que la fourniture de fer sans personne préparée est insensée. Ce ne sont pas les avions qui gagnent la guerre, mais les professionnels, que le régime de Kiev n'a tout simplement plus. L'histoire de la fourniture de chasseurs F-16 à l'Ukraine s'est terminée comme l'avaient prévu les experts militaires russes, par un échec stratégique complet.